Dans le complexe de la vie moderne, l'individu apporte sa contribution au bien commun. En retour, la société lui fournit les éléments nécessaires à la survie des siens. Chaque année, les collèges classiques et les écoles secondaires publiques décernent des milliers de diplômes. Pour chacun des récipiendaires, le choix d'une carrière s'impose. Plusieurs ont déjà fait option. Bon nombre, cependant, n'ont pas eu l'occasion de sortir des sentiers les plus battus et d'étudier les possibilités que leur offrent d'autres professions moins connues. Ils demeurent encore indécis et cherchent leur voie. L'exercice de la médecine vétérinaire peut paraître un choix étonnant en ce XXe siècle d'industrialisation et de mécanisation. Cependant, si l'on considère que pour un total d'au-delà de 100 millions d'animaux de la ferme élevés au Canada, sans tenir compte des autres espèces domestiques et de la faune sauvage, on dénombre à peine 2000 vétérinaires et que la proportion pour la province de Québec est d'environ 1 vétérinaire par 30 000 animaux. Il est évident que le danger d'encombrement n'existe pas. D'ailleurs, plus de la moitié des médecins vétérinaires exercent leur art dans d'autres domaines, tels la zoologie. Plusieurs collaborent à la protection de la santé publique. Savait-on par exemple que pour prévenir la contamination des eaux navigables, les inspecteurs fédéraux de l'agriculture exercent une étroite surveillance à bord des navires étrangers qui font escale dans les ports canadiens? La recherche indispensable au progrès des sciences médicales constitue aussi une préoccupation du vétérinaire. Plus de 80% des aliments consommés par l'homme sont d'origine animale. L'intervention du vétérinaire est donc indispensable pour assurer à tous une nourriture saine et de première qualité. Il doit veiller à l'application des lois et des règlements d'hygiène et de la salubrité dans les abattoirs. À l'occasion, quelques vétérinaires canadiens sont appelés par des organismes internationaux à se rendre à l'étranger, aussi bien en pays prospères qu'en régions dites sous-développées, pour agir à titre de conseillers professionnels. L'exercice de la médecine vétérinaire offre des possibilités tellement diversifiées qu'elle attire bon nombre de jeunes qui en ont entendu parler. À Saint-Hyacinthe, le ministère de l'Agriculture de la province de Québec a construit la seule école de médecine vétérinaire d'expression française de tout le continent américain. L'enseignement qu'elle dispense la classe parmi les institutions similaires les mieux cotées du Nouveau Monde. L'école n'accepte que des étudiants externes, garçons ou filles, qui doivent loger en ville à leurs frais. Pourvu qu'ils possèdent ou qu'elles possèdent les qualifications académiques requises, tout jeune homme ou toute jeune fille peut poser sa candidature à l'admission. D'ailleurs, s'il est citoyen canadien et résident de la province de Québec, l'étudiant vétérinaire paye des frais de scolarité peu élevés. Le baccalauréat S-Art ou S-Sciences permet l'admission en première année. Le diplômé d'une école secondaire publique ou de l'équivalent complète sa formation par une année dite pré-vétérinaire. Avant d'entreprendre l'étude de la médecine vétérinaire, il convient de se familiariser avec les sciences de base qui permettent d'en mieux interpréter les subtilités. Dès le début des études, une attention toute spéciale est apportée à l'enseignement de la physique, de la chimie, de la biologie. On comprend facilement qu'on ne puisse aborder la médecine vétérinaire de plein pied. Cette science est beaucoup trop complexe et continuellement en évolution. Il est évident que le futur vétérinaire se doit de bien connaître les principales espèces animales. C'est pourquoi il consacre quelque temps à la zoologie et aux autres sciences naturelles. L'étude des structures anatomiques et histologiques lui permet de se rendre compte de la complexité d'un organisme animal. Déjà, il commence à comprendre le rôle normal de chaque système et à présumer des accidents qui résulteront de son mauvais fonctionnement.
L'art vétérinaire, ne l'oublions pas, a pour objet les principales espèces animales. C'est en somme de la médecine comparée. Graduellement, l'étudiant abordera des sujets qui l'initieront aux rudiments de la médecine vétérinaire proprement dite. Embryologie, biochimie, microbiologie. S'il est incontestable que les cours théoriques sont nécessaires pour inculquer les connaissances essentielles, il demeure que les travaux pratiques complètent harmonieusement l'enseignement. Lorsqu'il sera appelé à exercer sa profession, le nouveau diplômé ne sera pas seulement un théoricien, il aura appris à observer et à mettre ses connaissances en pratique, quelle que soit la spécialisation qu'il aura choisie. Parce qu'il devra renseigner les éleveurs, l'aspirant ne peut ignorer les problèmes de l'élevage rationnel. On lui soulignera les qualités à rechercher chez les différentes espèces, qualités qui se traduisent le plus souvent par une bonne conformation. On lui enseignera en même temps les moyens d'améliorer les races. Une alimentation rationnelle est à la base de la santé chez les animaux comme chez les hommes. L'étudiant devra donc s'habituer à apprécier la valeur nutritive des divers aliments et à déceler les signes cliniques des carences alimentaires. Les règles de l'hygiène et de la salubrité sont exposées aux cours théoriques et des démonstrations appropriées en soulignent l'application. Le laboratoire de physiologie est pourvu d'un outillage très moderne qu'on utilise régulièrement pour observer et étudier le comportement normal de l'organisme animal. Là encore, l'étudiant ne se contentera pas d'absorber l'enseignement livresque, mais il aura de plus la facilité de constater par lui-même la réalité des phénomènes biologiques et biochimiques qui s'effectuent constamment chez un être vivant. On aura toujours recours aux ressources de la science moderne pour éviter toute souffrance aux animaux utilisés pour fin de démonstration et ainsi les soustraire à l'angoisse. Par la même occasion, l'élève apprendra à utiliser des méthodes de laboratoire qui lui permettront de constater les modifications subies par les liquides organiques au cours de l'évolution de la maladie et d'en apprécier les signes. On a même élaboré des techniques pour observer par une fenêtre les phénomènes qui se passent à l'intérieur de l'estomac d'un animal vivant. Grâce, par exemple, à l'oscilloscope, on peut constater les modifications que l'inhalation de certains médicaments font subir aux contractions du cœur et dont l'image est transposée sur un écran lumineux. Ainsi, lorsque plus tard le jeune vétérinaire sera confronté avec un sujet malade, il sera plus compétent pour instituer un traitement adéquat. L'enseignement de l'anatomie pathologique a pour but de familiariser l'élève avec les transformations que suscitent la plupart des affections et des accidents au niveau des différents tissus. Un grand nombre de maladies résultent de l'action d'êtres infiniment petits. Pour lutter efficacement contre de tels ennemis, il faut en connaître la classification, les particularités et les moyens de les détruire ou de les empêcher de se multiplier. L'étude de la bactériologie fondamentale, complétée par des notions de virologie et d'immunologie, permet à l'étudiant d'acquérir ces connaissances essentielles. Pour traiter les animaux, le futur vétérinaire aura recours quotidiennement à des médicaments dont il devra bien connaître les propriétés, les doses et les formes pharmaceutiques. D'où la nécessité de lui enseigner la pharmacologie. L'école de médecine vétérinaire de la province de Québec, en étroite collaboration avec l'Office provincial du film, met à la disposition de ses professeurs et de ses élèves un service audiovisuel très bien organisé et qui s'avère efficace. Ainsi, la projection de cette scène cinématographiée sur le vif permet aux étudiants d'observer la technique utilisée pour administrer une capsule au cheval. Il n'est plus à prouver que l'illustration constitue un des meilleurs moyens d'enseignement.
L'examen clinique seul n'est pas toujours suffisant pour permettre un diagnostic précis. Aussi, le vétérinaire doit-il connaître le maniement d'appareils parfois complexes, susceptibles de l'aider dans son travail. L'étudiant complète par la pratique les données purement théoriques qu'il a acquises. L'aspirant doit consacrer au moins une année au travail de clinique à l'hôpital de l'école. Il y apprend la façon de se comporter avec sa future clientèle et les contacts quotidiens avec divers animaux malades qu'il doit traiter sous l'œil attentif de ses professeurs, le familiarise davantage avec les moyens d'examen, de diagnostic et de traitement. Avant même de quitter l'école, il aura déjà acquis une certaine expérience. Les élèves finissant de la 4e année ont l'avantage d'accompagner les professeurs dans leurs visites quotidiennes et de bénéficier d'un précieux enseignement pratique au cours de ces cliniques ambulatoires. Le maître démontre que l'intervention chirurgicale s'impose chez cette brebis. 2 étudiants sont désignés pour assister le chirurgien. L'animal sera transporté à l'hôpital de l'école pour y être opéré demain matin. La consultation terminée, on repart pour répondre à un autre appel. L'association des étudiants en médecine vétérinaire s'intéresse au bien-être de tous ses membres. Elle voit, entre autres choses, à assurer les loisirs susceptibles de délasser les esprits surmenés par les exigences d'études scientifiques sérieuses, quelquefois un peu arides. Différents comités s'efforcent de promouvoir tous les sports. L'annonce de la prochaine danse ne laisse pas Albert indifférent, mais Louis est plus intéressé par les arts figuratifs. Une scène détente ne peut que faciliter le travail intellectuel. Puisqu'il a été désigné pour assister le chirurgien, Louis juge plus prudent de reviser les techniques opératoires. On ne sait jamais. Les maîtres ne changent guère, ils ont ce don exaspérant à la longue de toujours questionner précisément sur le seul point qu'on a négligé d'éclaircir. Après avoir préparé le champ opératoire, il procède à une bonne désinfection. Il est maintenant impossible de se récuser. C'est le moment pour Louis et Paul d'établir leur savoir-faire. Maintenant que l'animal est anesthésié et qu'il repose confortablement sur la table d'opération, on procède aux derniers préparatifs. Les assistants règlent les menus détails qui font souvent toute la différence entre le succès et l'échec. L'opération débute. Tous observent attentivement le chirurgien. En aucun moment, l'animal n'éprouve de malaise. L'intervention se termine. Chacune des différentes phases demeurera à jamais gravée dans l'esprit des étudiants. Des résultats aussi tangibles compensent pour les longues heures d'études qu'a dû s'imposer le candidat pour en arriver à sa dernière année universitaire. Après avoir subi avec succès l'épreuve des examens théoriques et pratiques, le candidat, sur la recommandation des autorités de l'école, se voit décerner par l'université le doctorat en médecine vétérinaire. Enfin, se concrétise un de ses plus chers désirs, mettre ses connaissances au service de la société dont il a déjà tellement reçu. Il se consacrera à la protection du cheptel national et il contribuera à la sauvegarde de la santé publique. Pro humanitas per animalia. Dans tout pays évolué, il existe des lois qui régissent l'exercice des différentes professions. La médecine vétérinaire n'échappe pas à cette législation. Le nouveau diplômé ne sera admis au sein de l'association professionnelle qu'après avoir subi les examens requis par le Collège des médecins vétérinaires et avoir prêté le serment d'office. Il recevra alors la licence de pratique. Le service de l'extension de l'enseignement permet aux vétérinaires de parfaire ses connaissances par l'intermédiaire de communiqués qui le font participer à la vie intellectuelle de l'école. Des causeries données à la radio par ses anciens professeurs et éventuellement des discussions sur les problèmes vétérinaires d'actualité présentés à la télévision le tiennent à la page.
Les champs d'action les plus variés et les plus utiles s'offrent aux nouveaux diplômés. Il peut choisir de s'établir en clientèle rurale pour y exercer à son compte la médecine vétérinaire générale. Il devra solutionner divers problèmes, les uns les plus souvent complexes, les autres plutôt subjectifs. S'il le préfère, il se vouera à la pratique exclusive des petits animaux, dont la population augmente sans cesse en proportion des développements urbains. De nouvelles cliniques de ce genre se construisent chaque année dans la province de Québec. Depuis quelques années, l'aviculture a connu un essor sans précédent au Canada. Mais, parallèlement à l'accroissement du nombre des volailles, l'incidence de la maladie devient de plus en plus alarmante. Aussi demande-t-on instamment des pathologistes aviaires qui puissent aider à solutionner les problèmes d'élevage. Dans un pays qui connaît des hivers aussi rigoureux que les nôtres, les fourrures ne sont plus un objet de luxe, mais une nécessité. Malheureusement, les vétérinaires qualifiés dans ce domaine sont encore trop peu nombreux et la maladie cause souvent des pertes considérables pour les éleveurs. Il est vrai que les chevaux de trait ont sensiblement diminué au cours des dernières années. Par contre, le nombre de chevaux de luxe augmentant sans cesse, la pathologie chevaline conserve toute son importance. La science progresse continuellement. Il incombera aux maîtres de former de nouveaux vétérinaires pour assurer la relève. La vie demeure un perpétuel apprentissage. Cet axiome s'applique non seulement à tous les diplômés, mais aussi aux professeurs. Les grands laboratoires de produits pharmaceutiques sont toujours à la recherche de biochimistes, de physiologistes, de pharmacologistes et d'anatomopathologistes talentueux et compétents. Lorsque ces scientifiques sont par surcroît vétérinaires, leurs services sont doublement utiles et appréciés. Le chercheur de carrière est toujours à l'affût de nouvelles techniques. Il lui incombe en outre d'améliorer les méthodes actuelles et de leur trouver d'autres applications. On ignore assez généralement que la plupart des vaccins, des sérums, des antitoxines et autres produits biologiques destinés à la protection des humains ou des animaux sont fabriqués à partir d'animaux hyper-immunisés. Le vétérinaire apporte sa collaboration en assurant l'état sanitaire des producteurs, en les inoculant, en surveillant leurs réactions, en effectuant les prélèvements, etc. En étroite coopération avec le médecin, quelques vétérinaires spécialisés en bactériologie, en virologie, en immunologie, continuent à suivre le processus normal de fabrication. À différents moments, par exemple, ils injectent une dose du produit à des animaux de laboratoire pour s'assurer qu'il ne peut causer d'accident tout en protégeant le sujet contre la maladie. Le nouveau diplômé peut aussi se créer un avenir intéressant au sein de différents services gouvernementaux. Ce sont par exemple des vétérinaires qui surveillent aux postes frontières l'état de santé des animaux introduits au pays. Les moyens ultra rapides de transport modernes et les échanges commerciaux continuels effectués en quelques jours ou en quelques heures entre pays souvent situés aux antipodes rendent le contrôle des maladies infectieuses de plus en plus urgent et difficile. Dans de telles circonstances, il est nécessaire de retenir les services d'un nombre toujours plus grand d'inspecteurs vétérinaires qualifiés pour empêcher l'importation d'animaux contaminés. On reconnaît généralement l'importance du contrôle des maladies infectieuses, mais on ignore souvent toute la surveillance qu'implique un tel programme à l'échelle nationale. Plusieurs épizooties qui apparaissent dans un pays ont débuté par l'introduction d'aliments d'origine animale ou de sous-produits contaminés provenant de contrées étrangères. Aussi, pour éviter l'infection possible par les aliments apportés d'autres pays et qui servent normalement à la nourriture de l'équipage,
la loi oblige l'inspecteur vétérinaire fédéral à sceller les réfrigérateurs des navires en transit dans les eaux canadiennes. Les aliments utilisés au pays devront donc être d'origine locale, ce qui diminue les dangers d'épidémie. Au Canada, comme dans les autres régions du globe où s'exerce une sévère police sanitaire, il n'est pas impossible que certaines maladies contagieuses graves puissent tout de même se déclarer. Il existe des endémies dont on s'efforce de limiter les ravages par un programme de dépistage systématique, de vaccination préventive et d'abattage. Certains procédés peuvent paraître rigoureux aux non-initiés, mais les autorités vétérinaires ne peuvent agir autrement sans risquer de compromettre gravement l'élevage. Le gouvernement de la province de Québec compte plusieurs vétérinaires à son service. Le ministère provincial de la Santé embauche aussi plusieurs vétérinaires hygiénistes. Incorporé au cadre médical des unités sanitaires, il veille à l'application des lois et des règlements d'hygiène et de salubrité en vue de protéger la santé publique. Entre autres attributions, il s'assure de la production de lait propre provenant d'animaux sains et ils en surveillent la pasteurisation. Il leur incombe aussi de contrôler les établissements où s'effectue la manipulation des aliments. Le diplômé avide de perfectionnement pourra s'inscrire à la faculté de médecine pour y poursuivre des études en chirurgie expérimentale. On sait que bon nombre de techniques chirurgicales compliquées ont d'abord été mises au point par des travaux exécutés sur des animaux, grâce souvent à une étroite collaboration entre les chirurgiens et des vétérinaires spécialisés. En plus des quelques orientations que nous venons de souligner, le jeune vétérinaire est en mesure de choisir une spécialisation dans plusieurs disciplines scientifiques, pour lesquelles il est bien préparé. Il lui sera loisible, par exemple, d'aborder des études supérieures en microbiologie, en pathologie et en sciences pures. La production d'animaux sains et vigoureux présuppose des connaissances techniques poussées et une alimentation adéquate. De plus en plus, de jeunes vétérinaires s'intéressent davantage à la zootechnie et à la nutrition et complètent leurs connaissances dans ces domaines. Toutes les possibilités qui s'offrent aux jeunes diplômés n'ont pas été explorées à fond, loin de là. Il existe par exemple très peu de vétérinaires biologistes, bien que cette carrière présente un grand intérêt scientifique et pratique. La faune sauvage est exposée à une multitude de dangers et elle constitue un réservoir d'affections contagieuses pour le cheptel et parfois pour l'homme. Le vétérinaire spécialisé dans ce domaine peut rendre de grands services. Différentes maisons d'enseignement et quelques ministères fédéraux ou provinciaux réclament les services de zoologistes et de parasitologistes vétérinaires. La multiplication de jardins zoologiques et leur développement rapide offrent des horizons intéressants pour les nouveaux diplômés appelés à ce genre de travail. L'introduction dans nos foyers canadiens d'animaux exotiques apprivoisés accentue cette demande. En plus de posséder les connaissances de base, le vétérinaire zoologiste doit savoir utiliser des techniques parfois insolites, en raison même des circonstances particulières dans lesquelles il doit exercer. Ainsi, il serait difficile d'approcher d'une panthère noire pour l'anesthésier. Il est préférable d'employer un fusil à air comprimé, chargé d'une cartouche renfermant l'anesthésique. Ce vétérinaire devra aussi acquérir des notions spéciales sur les mœurs des bêtes qui lui sont confiées, sur leur alimentation et sur les principales maladies qui leur sont propres.
La carrière du médecin vétérinaire exige une solide formation scientifique pour assurer à la société la protection qu'elle est en droit d'en attendre. Les étudiants qui abordent cette carrière d'avenir qu'est la médecine vétérinaire sont donc assurés d'y trouver le plein épanouissement de leur personnalité et les meilleures garanties de succès. Par leur travail chez les animaux, ils assureront le bien-être de l'homme et ils feront mieux connaître la devise de l'institution qui les aura formés, Radix Scientiae Comparatio. En résumé, ce n'est que par des études sérieuses et ardues que l'étudiant peut se mériter le doctorat en médecine vétérinaire, qui le qualifiera pour veiller à la santé du cheptel national et collaborer à la sauvegarde de la santé publique. L'élevage des bovins constitue l'une des sources de revenus les plus intéressantes. C'est pourquoi les zootechniciens se sont toujours efforcés d'éliminer les défauts et de fixer les qualités des sujets de choix. Dans ce but, on a recours à la pratique du croisement consanguin qui, utilisée à bon escient, s'est avérée vraiment efficace. Malheureusement, si cette pratique présente de grands avantages, elle n'est pas sans susciter parfois des inconvénients redoutables. Quoique la génétique nous ait livré bon nombre de ses secrets, elle en conserve encore jalousement la plupart. C'est ainsi que, au cours de l'édification d'une souche donnée, alors que les plus grands espoirs nous semblent permis, on voit réapparaître avec une intensité accrue un défaut ou une affection qu'on croyait éliminer définitivement. En raison de son importance économique et du danger qui se généralise chez nos pur sangs, nous avons étudié cliniquement un de ces curieux phénomènes que nous nous proposons d'illustrer afin d'en permettre le dépistage et, si possible, l'éradication de nos troupeaux. Il s'agit d'une affection dont la cause profonde reste encore à déterminer et qu'on désigne provisoirement sous le nom de syndrome spasmodique des bovins. Son évolution est chronique, lente et progressive. Elle se manifeste plus fréquemment chez les sujets de 5 ans ou plus, bien qu'on l'observe éventuellement chez les animaux de 2 ans et demi ou de 3 ans. Il semble que certaines races et surtout certaines lignées y soient prédisposées. La démarche lourde et balancée de cette bête est assez caractéristique. Certains malins l'ont qualifiée de démarche de matelot. On constate que le syndrome spasmodique sévit surtout dans les troupeaux intensives, où la pratique de la consanguinité est plus poussée et où la productivité est élevée. Bref, dans les meilleurs troupeaux appelés à améliorer notre cheptel, ce qui rend l'affection encore plus redoutable pour l'avenir de l'élevage. Il est assez difficile de décrire adéquatement la symptomatologie du syndrome spasmodique des bovins, car il ne semble pas s'agir d'une maladie à proprement parler. Ce qui nous frappe surtout, ce sont les contractions spasmodiques et intermittentes de quelques groupes musculaires. Chez ce taureau-ci, on note que le spasme affecte les muscles des membres postérieurs, ceux de la croupe et un peu ceux des lombes. Chez cette vache, l'affection intéresse une plus grande étendue de la musculature. Lorsqu'on provoque le syndrome par une excitation directe, on constate que la majorité des muscles se contractent spasmodiquement
donnant l'impression que l'animal pousse dans le carcan. Règle générale, le début de la maladie passe inaperçu. Tout au plus remarque-t-on que lorsque la bête se lève, elle étire un membre postérieur de manière saccadée durant quelques secondes, puis tout semble rentrer dans l'ordre. Progressivement, l'intensité, la fréquence et l'étendue des spasmes augmentent. Le phénomène ne s'observe jamais, cependant, quand l'animal est couché. L'évolution complète de l'affection se répartit généralement sur plusieurs années, bien qu'elle puisse occasionnellement être très rapide. L'animal en arrive à manifester le syndrome à tout propos, comme nous pouvons l'observer chez cette vache. La bête s'amaigrit, sa production diminue, elle préfère demeurer couchée et graduellement, la paraplégie s'établit. Le syndrome spasmodique des bovins évolue normalement suivant 3 phases assez distinctes. Une phase initiale qui passe souvent inaperçue pour l'observateur peu averti, une deuxième phase qu'on peut qualifier d'envahissement progressif et une phase paraplégique ou finale. L'animal qu'on voit présentement est âgé de 5 ans. Il y a à peine 2 mois qu'on note les tout premiers signes de l'affection. L'œil exercé peut remarquer que lorsqu'on lui fait exécuter des mouvements inhabituels, tels que le recul, le jarret droit est sujet à des petits spasmes intermittents. De nombreux sujets de la même lignée ont souffert du syndrome spasmodique. Il est probable que d'ici quelques mois ou quelques années, la bête deviendra aussi affectée que la prochaine que nous allons voir. Il y a quelques années, cette vache apparentée à une famille dont plusieurs individus ont été pareillement affectés a commencé à présenter les signes du syndrome spasmodique. Entrecoupé de périodes de limitance, l'affection s'est aggravée. Maintenant, l'animal est presque continuellement sujet aux spasmes caractéristiques. À l'étable, les bêtes affectées préfèrent demeurer les membres postérieurs dans la rigole à fumier. Il semble que l'abaissement du train de derrière détermine un certain relâchement musculaire de la région dorsale qui soulage l'animal. Les observations que nous avons faites nous ont permis de constater que toutes les causes qui provoquent un tiraillement de la colonne vertébrale déterminent ou aggravent les manifestations du syndrome spasmodique chez les animaux qui en sont affectés. Pour remédier à cette affection, ou tout au moins chercher à la prévenir, il faudrait en connaître la cause profonde. Malheureusement, la pathogénie n'est pas encore connue de façon certaine. Tout au plus, peut-on se baser sur des hypothèses plausibles. On remarque cependant que certains mouvements qui exigent de la coordination, tel le recul, contribuent à augmenter les déplacements vertébraux et à provoquer les manifestations du syndrome. Le port élevé de la queue est aussi à retenir quand on l'observe assez constamment. Au cours de la gestation, le poids du fœtus et ses mouvements occasionnent des tractions. Même chez un animal apparemment rétabli, on peut observer des phases de recrudescence. Le balancement d'un pied volumineux et penduleux peut agir de la même manière et aggraver le syndrome. Des sabots mal parés suscitent ou aggravent les manifestations du syndrome. Lorsqu'on y remédie, l'état de l'animal pourra être amélioré temporairement. Du point de vue diagnostique, nous nous devons de signaler que chez à peu près toutes les bêtes affectées que nous avons examinées par voie rectale, nous avons palpé une lésion plus ou moins marquée de la colonne vertébrale. Une légère pression du doigt sur ce point, généralement unilatéral, et le plus souvent situé à l'articulation lombo-sacrée, provoquait immédiatement les manifestations du syndrome spasmodique. Pour bien comprendre notre façon de procéder, il n'est peut-être pas superflu de rappeler certaines données anatomiques. Nous savons que chez les bovins, comme chez les solipèdes d'ailleurs, il existe 6 vertèbres lombaires, dont la dernière s'articule avec le sacrum. Voici la manière dont nous procédons une fois la main introduite dans le rectum. En allant d'avant en arrière, nous tâtons le bord inférieur de chacun des corps vertébraux accessibles afin de constater s'il présente quelque anomalie perceptible au toucher, rugosité pathologique, spondylite et reste. Avec un peu de pratique, on en arrive à distinguer assez bien toute lésion suspecte. On recommence en scrutant les faces latérales des vertèbres. On apporte une attention particulière aux articulations, surtout
au niveau du sacrum. Chez l'animal vivant, nous procédons de la même façon que nous l'avons fait sur le squelette. L'index de la main gauche indique à quel niveau s'effectue actuellement la palpation. Observez bien le moment où la bête manifestera le syndrome. C'est qu'on aura alors atteint le point d'hypersensibilité. La lésion est située chez cet animal sur le bord gauche de l'articulation lombo-sacrée. Les racines nerveuses du nerf grand sciatique se dirigent vers l'arrière, l'extérieur et le bas. Elles se situent plus haut et plus à l'externe que le point d'hypersensibilité. Il est donc impossible que la réaction soit attribuable à la manipulation de ce nerf. Voici une section de colonne vertébrale chez un animal ayant manifesté le syndrome. Elle implique l'origine des dernières côtes et des apophyses transverses des premières vertèbres lombaires. À noter les lésions d'une spondylite intense. L'autopsie révèle souvent de telles lésions chroniques, spondylite, arthrite vertébrale, ankylose et le reste. Toute cette région est constituée par du tissu osseux de néoformation qui a réalisé la soudure des vertèbres. Dans le cas présent, les trous vertébraux sont entourés de tissu osseux rugueux. Par suite des mouvements du rachis, les fibres nerveuses peuvent être irritées, d'où un réflexe spasmodique. Examinons la même pièce sur une section du canal rachidien. Nous y voyons clairement les trous de conjugaison et tout le tissu osseux de néoformation. Chez cet animal, dont voici une section des apophyses épineuses, des premières vertèbres lombaires et des dernières côtes, on conçoit que l'origine des nerfs de cette région se soit trouvée entourée de tissus osseux irritants. L'irritation agissant comme stimulus, il pouvait en résulter un réflexe qui se traduisait par la contraction spasmodique des groupes musculaires sous la dépendance immédiate des nerfs impliqués. Outre la transmissibilité probable d'une certaine prédisposition au descendant, le syndrome spasmodique présente plusieurs inconvénients graves. À mesure que l'affection progresse, l'animal se déplace plus difficilement, il s'amaigrit et les crises apparaissent plus fréquentes et plus intenses. Le taureau devient inapte au service. La production de la vache baisse graduellement et, à la dernière période, la paraplégie s'établit. Les recherches poursuivies depuis quelques années ont suscité plusieurs hypothèses pathogéniques. La théorie nerveuse et la théorie mécanique paraissent le plus conformes aux constatations cliniques. Suivant les opinions de chacun, plusieurs médications ont été tentées. C'est ainsi que récemment on a expérimenté l'association de l'ACTH et de la vitamine B12 administrée à forte dose et durant une période de temps relativement prolongée. Les résultats ont été plutôt décevants, contrairement à ceux qu'on obtient au cours de certaines affections neuropathologiques chez le chien. L'anesthésie épidurale, pratiquée au niveau de la région lombaire ou de la région sacrée, fait souvent disparaître momentanément les spasmes musculaires dans le territoire situé postérieurement au point d'injection. Cependant, lorsque l'affection intéresse les groupes musculaires antérieurs, il semble impossible d'en modifier l'évolution par ce moyen. C'est du moins à cette conclusion que nous ont conduit les quelques expériences que nous avons tentées. Cette constatation appuie la théorie mécanique suivant laquelle la lésion causale affecterait les racines nerveuses et leur voisinage immédiat. Les sédatifs généraux ou électifs de la moelle, les hypnotiques et les vitamines n'ont procuré qu'un soulagement temporaire. Une fois le syndrome spasmodique bien établi, la minéralisation recommandée par quelques auteurs allemands ne paraît pas influencer sérieusement le cours de l'affection. Il n'est pas impossible toutefois que l'apport de vitamines et de minéraux puisse jouer un rôle préventif chez les jeunes sujets. L'expérience prouve que la pratique d'une étroite consanguinité décuple au moins l'incidence du syndrome spasmodique. Il faudra se montrer prudent en milieu prédisposé. D'autre part, on remarque que les bovins sujets à l'affection présentent généralement un jarret droit, avec calcanéum proéminent. En se basant sur cette particularité, certains auteurs prétendent même pouvoir augurer, avec une marge infime d'erreur, de l'avenir du jeune animal. L'ouverture de l'angle du jarret est assez apparente chez ce taureau. Dans un troupeau où quelques sujets ont déjà manifesté le syndrome spasmodique, il serait indiqué d'éliminer ce veau en raison de la conformation de son jarret.
Par contre, cette bête pourrait être conservée, car il est peu probable qu'elle présente jamais les signes de l'affection. Son jarret est normal. En somme, le syndrome spasmodique des bovins est en voie de devenir un problème sérieux d'élevage, plus particulièrement dans nos troupeaux de choix. L'attention de tous les intéressés doit être éveillée avant qu'il ne soit trop tard, afin de prendre les mesures qui s'imposent. Aussi longtemps qu'on ignorera l'éthiopathogénie de l'affection, il sera impossible de préconiser un traitement adéquat. L'étude de nombreuses anamnèses, ajoutées à plusieurs observations cliniques, nous incite à supposer que le phénomène trouverait ses causes profondes dans un trouble d'ostéogenèse. On expliquerait ainsi la prédisposition chez les descendants. Même si les moyens thérapeutiques dont nous disposons actuellement pour remédier au syndrome spasmodique sont excessivement pauvres, il n'y a pas lieu de nous décourager et d'adopter une attitude passive vis-à-vis du problème. Les connaissances que nous possédons déjà nous incitent à orienter nos efforts vers la prévention. Dans ce but, on évitera de pratiquer une consanguinité trop étroite, surtout dans les lignes reconnues comme sujettes à l'affection. De plus, il sera sage d'éliminer impitoyablement dès le jeune âge les veaux dont les caractères physiques peuvent éveiller des soupçons quant à leur intégrité future. Ceux qui ont pour mission la sauvegarde du cheptel national et la prévention des maladies continuent à chercher une solution. Les institutions scientifiques ont été saisies du problème et on y apporte toute l'attention que permettent les facilités matérielles dont on dispose. La compilation et l'étude sérieuse des observations cliniques qu'on y reçoit, ainsi que le contrôle systématique des thérapeutiques suggérées, permet de colliger une foule de renseignements qui, nous l'espérons, susciteront un moyen pratique de faire échec au syndrome spasmodique. Pour mener à bien ce travail, il faut la recherche patiente et la collaboration de tous. L'affection ne semble pas constituer une entité morbide bien déterminée. Quoique l'évolution et l'ensemble des symptômes soient assez réguliers, les constatations post-mortem sont suffisamment différentes pour nous autoriser à croire que le syndrome spasmodique des bovins n'est pas attribuable à une cause déterminante unique. De là à établir une certaine relation entre cette affection et d'autres états morbides analogues, tels la paralysie des veaux, le harpé et le reste, il n'y a qu'un pas. Il n'est pas impossible qu'en trouvant la clé de l'énigme, on élucide du même coup la cause de plusieurs autres affections dont la pathogénie demeure obscure. Les recherches se continuent dans l'espoir de trouver au moins le moyen de prévenir le syndrome chez les jeunes sujets issus de lignées prédisposées et d'enrayer ainsi l'expansion de l'affection. Voici l'exposé d'un spécialiste en insémination. Il se nomme Dwight Bannister. Il a visité avec des fermiers de sa région un des plus gros centres d'insémination, de même que plusieurs fermes où l'on utilise beaucoup l'insémination artificielle. Ces fermiers ont assisté à la récolte et à la préparation du sperme de taureaux de haute qualité. Ils ont appris comment obtenir les meilleurs résultats de l'insémination artificielle. Ce fut une révélation. Tout ce qu'ils voyaient les étonnait. Voilà pourquoi nous avons cru que vous seriez intéressés à davantage ce travail afin d'en retirer profit. Tout d'abord, à la première opération, la récolte du sperme. Déjà, la propreté s'impose.
vache pour stimuler le reproducteur. On remplit le vagin artificiel d'eau chaude de façon à obtenir une température se rapprochant de celle du corps de l'animal. Pendant ce temps, le taureau est retenu afin que s'écoulent les sécrétions urétrales pour ne récolter par la suite qu'un sperme pur. Sous la pression tiède du vagin artificiel, le taureau éjacule. Et le sperme est immédiatement recueilli et porté au laboratoire. Le liquide fécondant est récolté dans un tube collecteur adapté à l'extrémité du vagin artificiel. Toutes les précautions sont prises pour ne pas le contaminer. L'examen sur lamelle d'une goutte de sperme permet de constater la densité et l'activité des spermatozoïdes et conséquemment la qualité du sperme. La motilité ou activité des spermatozoïdes est un élément d'appréciation fort important. Sous un objectif plus puissant, on étudie les cellules individuelles. Parfois, le sperme est inutilisable. Il contient peu de spermatozoïdes et une grande quantité de sécrétions accessoires. Voilà pourquoi l'analyse s'impose. Il y avait probablement 7 milliards de spermatozoïdes dans l'échantillon recueilli. Comme on calcule que 9 à 12 millions suffisent à féconder une vache, on peut diluer le liquide pour inséminer un plus grand nombre de femelles. On choisit comme diluant du lait stérile ou un mélange de citrate de sodium et de jaune d'œuf. Puis la solution est étiquetée, refroidie et emballée. Chaque ampoule de sperme dilué renferme des doses pour l'insémination de 5 ou 6 vaches. Chaque dose contient environ 12 millions de spermatozoïdes. Bien qu'un seul féconde l'ovule, plusieurs milliers sont nécessaires pour affaiblir l'enveloppe. Et comme rares sont ceux qui atteignent cette région, il faut en inséminer plus que moins afin d'assurer la fécondation. L'embouteillage et l'emballage sont faits en chambre froide. Le sperme dilué est refroidi progressivement, soit de 1,5 degré par minute jusqu'à ce qu'il atteigne 50 degrés. Puis on remplit les commandes pour les différentes races. Les éprouvettes sont enveloppées avec des contenants de glace pour l'expédition aux inséminateurs. Au contact de la glace fondante, le sperme se refroidit encore jusqu'à une température minimum de 40 degrés. Voilà une économie de temps puisque le refroidissement se termine en cours de route. La technique d'insémination la plus moderne utilise le sperme congelé. Il nous explique qu'on gèle la semence diluée et l'entrepose dans la glace sèche. C'est toutefois une méthode très délicate. D'abord, le sperme est mélangé avec seulement la moitié du diluant, soit lait ou citrate et jaune d'œuf. Puis, il est lentement refroidi pendant 4 à 6 heures jusqu'à 40 degrés. On ajoute alors par étapes le reste du diluant auquel a été mélangé 20% de glycérine. Enfin, le liquide dilué et refroidi est versé dans des ampoules contenant une dose individuelle. Sur une flamme d'oxygène, on scelle le sperme dans l'ampoule de verre.
La congélation proprement dite se fait par l'alcool et la glace sèche, avec une baisse de température de 3,5 degrés à la minute en moyenne. Sitôt qu'une certaine quantité a été congelée, on en fait fondre un échantillon. Cet échantillon est examiné sous microscope afin de voir si les spermatozoïdes ont conservé toute leur vigueur et leur motilité durant le processus de congélation. Si l'échantillon est satisfaisant, le sperme peut être entreposé à une température de 110 degrés sous zéro. On pourra le faire dégeler rapidement sans l'endommager et l'utiliser pour féconder une femelle longtemps après qu'il aura été recueilli. Monsieur Bannister rappelle que cette méthode permet à l'éleveur de commander le sperme de n'importe quel taureau en tout temps et à l'inséminateur de garder en réserve du sperme de toute race. En outre, il souligne que l'ampoule contenant une seule dose est économique, puisqu'on n'a pas à jeter le sperme non utilisé. Enfin, les envois aux techniciens se font à moindre frais une fois par semaine ou par mois seulement. Il conclut que le sperme congelé aide au programme d'insémination et lui donne plus de souplesse. Après avoir étudié la préparation du sperme, ils ont pu examiner le bétail de la ferme. Ceux qui dirigent les stations d'insémination n'achètent que des taureaux de première qualité. Chaque animal est gardé sous observation jusqu'à ce qu'il ait subi de nombreux examens. Les acheteurs examinent sa conformation ainsi que les records de production de ses filles. Si le taureau est jugé apte, on lui fait alors subir un examen médical complet. Cet examen comprend deux phases. L'examen général de la bête et une analyse du sperme en laboratoire. L'éleveur, tout comme l'acheteur, tient à savoir si le taureau possède toutes les qualités exigées par le centre. Le vétérinaire injecte une légère dose de tuberculine pour l'épreuve de réaction à la tuberculose. Puis il prélève quelques gouttes de sang pour l'épreuve de la brucellose. On cherche également à déceler toute trace de trichomoniose ou autre maladie que le taureau pourrait transmettre aux vaches. En dernier lieu, par voie rectale, on procède à l'examen de l'appareil génital pour identifier toutes les anomalies qui pourraient en perturber le fonctionnement. L'animal ne sera utilisé qu'après avoir été gardé en quarantaine pour s'assurer qu'il n'est en période d'incubation d'aucune maladie. Les taureaux des centres d'insémination sont donc des sujets d'élite en parfaite santé.
Notre spécialiste insiste sur le fait que les précautions rigoureuses prises lors de la sélection, le soin minutieux des taureaux, la manipulation délicate du sperme appellent une collaboration de l'éleveur. Il rappelle que les éleveurs doivent suivre de très près le comportement de leurs vaches afin d'établir le moment précis où elles sont fécondables. À certains signes particuliers, on reconnaît que l'ovule arrive à maturité. Ceux qui emploient avec succès l'insémination savent les identifier. À son avis, le sens d'observation est important pour inséminer l'animal au bon moment. Voyons comment les choses se passent. Un matin, Tom Jensen remarque cette Ayrshire. Il est trop tôt pour l'insémination, mais il est temps d'avertir le technicien. Celui-ci peut être difficile à rejoindre au dernier moment. Remarquons en passant que l'insémination artificielle exige une propreté minutieuse. L'instrumentation doit être stérile et le sperme constamment gardé au frais. En retour, on devrait l'avertir à temps. Un retard signifierait un voyage ou une fécondation manquée pour votre vache. Tom appelle l'inséminateur et, après s'être identifié, il lui fait part de l'état de sa bête en spécifiant qu'il s'agit d'une vache Ayrshire pur sang. Prévoyant qu'il sera absent lors de la visite du technicien, il lui explique l'emplacement de l'animal et il indique où ce dernier pourra trouver l'enregistrement et les honoraires. L'inséminateur lui assure qu'il passera durant l'après-midi. Pour obtenir de bons résultats, il faut traiter l'animal avec délicatesse et naturellement prendre des moyens qui permettront à l'inséminateur d'identifier la vache sans danger d'erreur. C'est élémentaire mais primordial. Si vous le voulez bien, nous étudierons brièvement le phénomène de l'ovulation sur l'appareil génital d'une bête abattue. Voici l'ovaire qui produit l'ovule et l'oviducte qui relie l'ovaire à la corne utérine où se fait le développement du veau. Enfin, voici le col, muscle qui entoure l'ouverture de l'utérus. Finalement, le vagin et l'orifice vulvaire. Supposons qu'un ovule commence à se développer près de la surface de l'ovaire. Cet œuf en croissance, encapsulé dans le follicule, continue à croître durant plusieurs jours. Et ce faisant, il envoie dans le sang des substances chimiques ou hormones. Ce sont ces dernières qui influent sur le comportement de la vache pendant les chaleurs. C'est le moment propice à la conception. La vache consentira à se laisser chevaucher par le taureau. C'est le mécanisme naturel de la reproduction. Peu avant que le follicule se brise et relâche l'ovule, le flux d'hormones diminue et la vache refuse le mâle. Puis le follicule se rompt et l'œuf passe dans l'oviducte. Si la bête a été inséminée au bon moment, les spermatozoïdes cheminent vers l'œuf qui est fécondé dans l'oviducte et continuent jusqu'à la corne utérine où il se développera. Si l'ovule n'est pas fécondé, il est absorbé. Il faudra de 21 à 22 jours avant qu'un autre parvienne à maturité. Le comportement de la vache révèle ce qui se passe. Lorsqu'elle est agitée, inquiète, c'est le début des chaleurs, moment où un ovule commence à se développer. Quand le follicule émet une plus grande quantité d'hormones, l'animal cherche à chevaucher ses compagnes. Notre expert rappelle que lorsque la vache se laisse monter par une autre vache par un taureau, l'œuf est presque mûr, et que c'est vers la fin de cette dernière période qu'il faut pratiquer l'insémination. Ce manège peut se répéter cependant plusieurs fois. Il mentionne que lorsque la vache fuit le taureau,
c'est le signe que l'œuf est sur le point de se détacher et que les chances de fécondation diminuent rapidement. Quand on constate une perte de sang à la vulve, le moment propice est passé. Il résume ce que doit faire l'éleveur au moment de l'insémination, les phénomènes physiologiques qui se produisent et le comportement caractéristique qui en résulte. Revisons ces données et tirons des conclusions. Un follicule commence à se développer dans l'ovaire et la vache devient agitée. Observez ce comportement. Grâce au registre que vous tenez pour chaque animal, vous saurez vers quelle époque les chaleurs sont susceptibles de se manifester. Le follicule continue à se développer et sécrète plus d'hormones. La vache essaie de chevaucher les autres vaches. C'est le moment d'avertir le technicien. Lorsqu'il arrivera, la bête sera en chaleur. Plus tard, lorsque le follicule sera presque mûr, la femelle se laissera monter par ses compagnes. C'est alors le meilleur moment pour pratiquer l'insémination. Voici ce qui se produit. Le sperme est déposé et commence son ascension vers l'oviducte. L'éleveur et l'inséminateur ont fait de leur mieux pour aider à la fécondation. Vous pourrez juger des bons soins que l'inséminateur apporte à son travail en observant son comportement pendant et après l'opération. Le follicule arrive à maturité et cesse de sécréter les hormones stimulantes. La vache refuse alors de se laisser chevaucher. Entre 7 et 12 heures après la fin des chaleurs, le follicule se rompt et l'œuf libéré traverse l'oviducte et rencontre les spermatozoïdes. Un spermatozoïde pénètre dans l'œuf et le féconde. L'inséminateur explique ce qui en résulte. L'œuf va se fixer dans la corne utérine. La gestation commence. Le jour suivant, il est possible que la vache ait des pertes de sang. Perte de sang ou non, ceci n'a aucun rapport avec le succès de l'insémination. Après avoir montré la pratique de l'insémination sur des animaux laitiers, il affirme qu'elle peut tout aussi bien s'effectuer sur des animaux de boucherie. Il souligne enfin qu'elle a été appliquée également aux moutons, aux porcs, aux chevaux et aux volailles. À chaque fois qu'une vache est inséminée artificiellement, un certificat est émis. Ces documents constituent une fiche complète et précise pour chaque animal. Son propriétaire conserve une copie, l'inséminateur une autre, et la troisième est classée au centre d'insémination. Dans les grandes organisations, les informations sont compilées sur des cartes de International Business Machine. À n'importe quel moment, la machine puise dans les cartes et fournit l'information désirée. Supposons que l'on veuille comparer l'insémination artificielle avec les méthodes naturelles. Par exemple, quel pourcentage de saillies sont obtenus d'un géniteur dans l'un et l'autre cas? Placez votre question dans la machine et en 10 minutes, vous avez la réponse. Si la machine contient tous les documents concernant le nombre de saillies nécessaires pour une fécondation, M. Bannister soutient qu'elle démontrera que l'insémination artificielle est aussi efficace, moins dangereuse et souvent plus économique que la saillie naturelle. Selon lui, elle empêche la propagation des maladies et permet à plus d'éleveurs d'utiliser des taureaux de haute qualité, animaux que la plupart d'entre eux ne pourraient se payer. Cependant, elle exige plus de soins et d'attention. Les vaches doivent être surveillées de près pour que l'insémination ait lieu au moment opportun. Cette technique exige en outre une grande propreté. Il va de soi que le troupeau doit être sain et bien nourri.
En terminant son exposé, notre spécialiste espère nous avoir intéressés et nous invite à soumettre à qui de droit tous nos problèmes sur l'insémination artificielle.